Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Le regard de monsieur et madame tout le monde qui ne connaissaient pas cette discipline de niche peut-être et qui se sont familiarisés au break, et que tu sois dans le métro et qu'il y a des personnes du troisième âge qui disent « Oh, je vous ai vu à la télé, c'est bien ce que vous faites et tout ». Et ça, c'était fort. Si à mon échelle, j'avais réussi à réconcilier les gens avec l'image de ce que la culture hip-hop et tout, donc c'était une autre victoire, ça aussi. Mon invité du jour a l'habitude de s'exprimer en mouvement. Il traduit ses pensées en gestes, en pas de danse, et ça depuis des dizaines d'années. Il mêle sport, art et spectacle. Ce sont, on va dire, les avantages de la danse, et c'est d'ailleurs comme ça que moi je l'ai vu pour la première fois. J'avais 11 ans, j'étais derrière ma télé et je regardais La France a un incroyable talent, l'émission incontournable de l'époque. La suite, il va la raconter bien mieux que moi dans cet épisode. Je suis hyper fière d'être aux côtés de Junior Bossila, alias B-Boy Junior, pour ce nouvel épisode de Tribune et Podium. Bonjour Junior. Bonjour Solène. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, mais sans me parler de sport. Je suis papa de 2 adorables enfants. Je suis passionné de l'art, on va dire, de mon art, et un bon vivant, oui. Et parlons de ton art, du coup, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais comme sport ? Je suis breakdancer, une danse de la culture hip-hop. Je danse depuis plus de 30 ans maintenant, donc ça commence à... J'avais pas osé compter, j'ai juste dit dizaines d'années. Voilà, disons-le. J'ai commencé le break à Comment Saint-Malo. t'as commencé, toute activité sportive avec la danse, ou t'avais fait d'autres choses avant ? J'ai fait pas mal de sport. J'ai un rapport au sport qui est quand même assez... un amoureux du sport. Depuis très jeune, j'ai toujours aimé faire du sport. J'ai fait du basket, du handball, j'ai fait de la boxe, et je suis tombé amoureux du tennis de table. Et okay. Là, c'est vraiment là où je me suis inscrit dans un club. Les autres, c'était plus dans des sports de loisirs, c'était plus dans les centres de loisirs, ouais, en UNSS et tout. Mais vraiment, je me suis mis vraiment dans le tennis de table. Donc tennis de table avant la danse. Avant la danse, oui. Et comment tu passes du tennis de table à la danse ? Parce que c'est vraiment 2 mondes différents, quoi. Non, c'est fait quand même progressivement, parce que en faisant quand même du tennis de table, j'étais quand même amoureux de la culture hip-hop, du rap. C'était la culture musicale avant la danse ? Les deux. Okay. Les deux. J'ai vraiment été... via Michael Jackson, qui gravitait autour de la culture hip-hop. Dans ses vidéos, il y avait beaucoup de danse, et voilà, c'est vraiment le catalyseur qui a fait que, je me suis vraiment fixé sur tout ce qui était musique, tout ce qui était danse, et je faisais ça vraiment encore plus en amateur, donc mais j'avais toujours mon petit moment de gloire quand il y avait des soirées ou autres, parce que j'aimais toujours faire mes petites prouesses, danser et tout, et c'était sans avoir aucun rudiment de la danse. Et un jour, justement, il y a à une de ces soirées étudiantes, il y a des jeunes du quartier qui commencent à nous voler la vedette à mon collègue et moi, et ils font des mouvements vraiment carrés et tout. Et c'est là que je me suis dit, mais où est-ce que vous avez appris ça ? Et ils m'ont dit que c'était dans la maison de quartier du coin. Ok, il y avait des entraînements en maison de quartier. Voilà. Parce que tu vois, moi, ce que j'imagine, c'est vraiment de l'apprentissage de rue, en fait. Et il y avait presque un club ? Non, c'était 2 jeunes qui, eux, avaient l'habitude de voyager, et qui avaient ramené des informations, justement, des bases. Ils nous ont appris quelques bases, et de là, oui, c'est quand même de manière assez autodidacte que nous avons grandi dans la danse, quoi. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 13-14 ans. Donc c'est les premiers pas de danse que tu fais vraiment Exactement, oui. En battle face à d'autres, quoi ? Oui, c'était plus à l'entraînement. C'est que quelques années plus tard que j'ai commencé vraiment à faire des battles, des compétitions, oui.
Tu te rappelles ce que tu as ressenti sur ta première compétition? Ce que j'ai ressenti à ma première compétition, oui, c'est une montée d'adrénaline, c'est de la fierté, c'est un peu de trac, mais aussi un épanouissement. C'était vraiment le moment où j'arrivais à changer le regard des gens. C'était le moment où j'avais mon moment, justement, c'était mon moment. Donc, non, je me sentais épanoui, fort. À ta place? Ouais, Du ouais. coup, là, à ce moment-là, il n'y a plus de tennis de table, c'est fini. Beaucoup moins, oui. Et tu dis que tu étais un passionné de sport, que tu as fait pas mal d'autres sports avant de découvrir la danse. Quand tu découvres le breakdance, est-ce que tu te mets justement à regarder plein de shows et à te dire un jour je serai à leur place, ou vraiment c'est juste de l'apprentissage, de nouveaux mouvements, découvrir aussi comment ton corps il peut t'aider à progresser. Ah oui, c'est un peu de tout, hein. C'est vraiment, tu vis, danses, tu manges, danses, tu regardes des vidéos. À l'époque, c'était pas si, comment dire, fréquent, si accessible de venir dans la capitale de Saint-Malo. Donc, tu te débrouilles pour aller faire tes 5 heures de train corail pour aller à Paris et tu vas voir les événements. Tu as les DVD, j'allais dire, les VHS. Ouais. Que chacun se passe et des fois il y en a qui gardent précieusement chez eux. Tu abîmes les bandes des VHS à force de regarder Et t'essayes de les refaire ce passages. que tu vois? Oui, bien sûr. Et ouais, tu essaies de refaire. Surtout qu'à l'époque, en plus, on avait des cassettes américaines qui venaient des États-Unis et le système de lecture n'était pas le même, ce qui faisait que eux, quand on voyait leurs images, leurs mouvements, ils étaient accélérés. Ah Et wow. donc, nous, on se dit, oh, ils sont chauds, ils vont trop vite. Donc, on essayait de refaire. Et ce qui fait qu'au final, quand eux, ils viennent en France, ils se disent, mais ils dansent vite, les Français et tout. Pourquoi ils mettent autant de Pourquoi rythme? ils font voilà. Et non, il y a des choses qui étaient que on était vraiment passionnés, on parlait que de ça. On commençait à dire déjà, on va s'entraîner pour aller danser. Et quand tu entends ça, quand tu te retrouves dans un lieu où les gens ont la même passion que toi et que tu dis, waouh, je suis pas le seul à être perché, quoi. Donc, c'est les moments où tu dis, bon, bah, je suis à ma place, comme tu disais, oui. Et dans ta discipline, je trouve qu'il y a encore aussi un autre pan qui est important, c'est que certes, c'est du sport, mais il y a aussi la partie artistique et musicale, notamment parce qu'en fait, bah, quand tu te mets à danser, la musique, tu la connais pas forcément. Tu m'arrêtes si je me trompe. Non, Et du coup, il faut que tu aies vraiment l'oreille qui est suffisamment travaillée et qui soit suffisamment entraînée pour connaître les mesures, enfin les phrases musicales, pour savoir quand est-ce que tu dois t'arrêter et tout. Ça, toi, c'était quelque chose que tu avais en tête ou comment c'est venu en fait? Parce que moi, je trouve ça hyper difficile. Oui, après, justement, dans les disciplines de la culture hip-hop, tout le monde ne le cite pas, mais on dit aussi que le knowledge, la connaissance, ça veut dire que tu vas essayer de t'enrichir. Tu vas écouter les différentes musiques, les différents styles de musique qui sont à la source ou même qui sont vraiment issus de la culture hip-hop. Et au final, tu vas avoir une capacité à analyser la musique de manière automatique. Au final, ça devient même organique. Et donc, oui, après, tu arrives à savoir, bon, là, il risque d'avoir un accent, là, il va avoir ça. Donc, c'est pas une analyse non plus mathématique, mais c'est plus organique et tu sais, à force de faire. C'est par l'expérimentation, par les entraînements et tout. Oui, Et... c'est à force d'avoir dansé sur des musiques où tu t'es dit ah bah mince là j'ai raté le pont musical, c'est peut-être pas Oui, du tout ça, oui. mais la prochaine fois je ferai plus attention, etc. Plutôt que de faire du solfège en plus de la danse, quoi. Exactement, C'était c'est vraiment même il y a cette comme tu disais, il y a ce côté artistique et il y a ce côté performatif. En gros, tu vas essayer de prendre le moment. Il y a deux danseurs qui vont avoir le même niveau, mais il y en a un qui va prendre l'instant T, qui va être sur le moment, qui va réussir à happer toute l'attention de tout le monde. Donc là, lui, on va se rappeler de lui plus que celui qui était peut-être plus fort techniquement. Donc il y a vraiment cette performativité qui est... Tu le ressens ça sur les battles quand par exemple l'adversaire il arrive à capter cette attention et tu te dis ah bah c'est mort pour moi, ou tu sais jamais trop jusqu'à la fin du battle qui est-ce qui va gagner? Oui, souvent tu le ressens et même le public, même le jury, même des fois on voit qu'il y a une personne qui était
pas du tout avec la musique, qui a pas pris l'instant, qui était pas dans l'énergie qu'il fallait sur le moment, alors que l'autre, bam, il a réussi à attraper l'accent, il a réussi à répondre, il y a du question-réponse, c'est vraiment une joute chorégraphique où l'autre il va te dire quelque chose et si tu arrives à lui répondre au tac, bah, en gros, son argumentaire, il est cassé, tu vois. Donc, c'est vraiment aussi, j'aime bien faire ce parallèle avec les mots, avec de la joute verbale et c'est vraiment ça, tu dis quelque chose, ben, j'essaie de te contredire en te montrant que j'ai plus raison que toi. Tout ça par le mouvement du corps, quoi. C'est trop bien. Comment toi, tu arrives à progresser justement et surtout, à quel moment tu arrives à te dire c'est pas juste ma passion, mais j'aimerais que ce soit un peu plus que ça et potentiellement une activité pro ou des compétitions tous les week-ends, je sais pas exactement le planning, mais... Mais à l'époque, surtout quand j'ai commencé, on n'avait pas cette vision de se dire oh, ça pourrait être mon métier. C'est venu vraiment progressivement et on va dire ça a été quand même aussi par rapport au regard des autres, ça va être aussi par rapport à ce que les autres te disent, les motivations qu'ils peuvent te donner. La première fois qu'on me dit « mais t'as un agent ?» Je dis « quoi ?» On a des agents dans le break et tout ça, ouais, non, c'est... voilà, et oui, exactement. Et il y en a qui me disaient « tu pourrais en faire ton métier, tu pourrais vivre de ça et tout. » Et à l'époque, c'était quasiment... tu te dis que c'est pas un métier d'avenir, c'est pas quelque chose pérenne, donc tu te dis ok, testons, mais sans forcément te faire des films. Là où c'était intéressant, c'était que on le faisait, qu'on soit payé ou pas, on donnait tout. On allait à l'entraînement, on pouvait revenir à des heures pas possibles, faire des voyages juste pour aller s'entraîner. Donc être payé, c'est juste un bonus au fait. Il y avait des prize money sur certains battles quand même. Au début, c'était la gloire, hein. C'était vraiment pour la gloire. Après, ça a commencé à augmenter, ça a commencé à devenir beaucoup plus professionnel. Mais après, jusqu'à présent, c'est pas sur la compétition que les danseurs peuvent se dire bon, je vais vivre de la danse. Donc, c'est plus les à côté. La compétition en elle-même, c'est plus un tremplin, c'est plus un moyen de remplir ta carte de visite. C'est pas une finalité, c'est pas la finalité. La compétition, c'est justement, ok, je m'en sers comme moteur, comme énergie pour faire ce qu'il y a à côté aussi. Oui, puis ça te permet aussi de te confronter à d'autres et puis de voir peut-être de nouveaux mouvements et de dire ah mais ça moi je l'ai pas, oui, je vais essayer de travailler. Il y a vraiment ce côté martial, j'ai envie de dire, mais qui fait que c'est une compétition positive. Il y a une émulation qui se crée parce que l'autre va faire quelque chose et ça va même te donner de la force, ça va décupler tes forces et tu vas surenchérir. Donc, quand tu vas dans des événements, que tu danses ou que tu danses pas, tu apprends. Et comme il disait Bruce Lee, tu ne perds pas, tu apprends. Voilà. Soit tu gagnes, soit tu apprends. C'est ça. Et toi, dans le break, tu as aussi amené un style particulier qui est lié à ce que ton corps te permet de faire. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ça ? Parce que j'imagine qu'au début, quand toi, tu commences à faire tes premières figures et tout, tu t'en rends pas compte. En fait, tu fais juste comme tu as l'habitude. Et c'est en te confrontant à d'autres que tu te rends compte que ce que tu fais, les autres ne le font pas. Oui. Là où c'est intéressant dans le break et dans la culture hip-hop, c'est on célèbre la différence, on célèbre justement la force que chacun peut apporter, la valeur ajoutée de chacun et chacune. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on te motive justement et t'as pas le droit de copier. On n'est pas là pour copier. Si tu fais, on dit des plats réchauffés, c'est pas bon. Donc on va essayer chacun d'apporter même un mouvement de base. On a tous un vocabulaire commun. Mais c'est comment tu vas l'habiter, comment tu vas mettre de ta touche personnelle. Et il y a des mouvements de base que j'ai essayé de faire. Bah, ça passait pas pareil que tous les autres, mais ça m'a fait mon style. Et vice-versa, il y a des mouvements que je peux faire et que d'autres n'arrivaient pas à faire aussi facilement. Mais encore une fois, à force de travail, il y en a qui arrivent maintenant comme quoi. C'est quand on dit que quand tu sais pas que c'est pas possible, bah, tu le fais. Exactement. Ça t'a jamais freiné ? Ça m'a jamais freiné. Non, au contraire, ça m'a boosté aussi parce que si j'arrive pas à quelque chose, je vais mettre les bouchées doubles ou voilà, ou triple même pour réussir à faire et fermer des bouches. Donc, donc non, ça m'a pas freiné. Après, il y a toujours des mauvais vents qui peuvent
te souffler du mauvais, mais faut laisser aller, il faut justement t'en servir. J'ai très tôt eu cette philosophie qui était de dire que bon ben il y a des choses que tu fais avec ce que tu as et de savoir faire avec ce que tu n'as pas, c'est encore plus fort. Je viens pour la pépette. Non, je viens pour la compète. Tout d'abord, je me présente. Boina. Dans la vie, je suis futur ancien danseur. Car dès que j'aurais gagné le pactole, j'arrête la danse. Pourtant, j'étais le Air Jordan du Lino, l'indomptable de la jungle urbaine. Quand j'arrivais en compétition, il y avait la pression. Quoi ? On va parler d'Incroyable Talent, parce que c'est une émission qui t'a fait connaître, en tout cas du grand public. Je vois la première édition et je suis agréablement surpris. C'est un collègue de la danse hip-hop qui gagne la première édition, Salah. Et waouh, ça met des étoiles dans les yeux. Bah, la saison d'après, on me contacte. Est-ce que tu veux y participer? Là, c'est directement la panique à bord. Bah, tu dis, waouh. Est-ce que, bon, lui, il est chaud parce qu'il il a une danse complète où il arrive à créer d'autres émotions grâce à sa danse qui permet de toucher peut-être plus de personnes et c'est pas forcément une danse niche, entre guillemets. En plus de ça, je n'ai pas la même appréhension face au jugement. Au jugement de personnes qui sont pas forcément dans ma discipline. Donc, tu dis, waouh, les juges, j'ai vu comment ils étaient durs, te faire casser devant devant des millions de personnes et tout ça, surtout par des gens qui connaissent pas vraiment la valeur de ton travail. Moi, je voyais plus le négatif que le positif. Et là encore, mon entourage, mais non, mais t'as tes chances, c'est là une visibilité de fou et tout, et tu vas les choquer, peu importe le résultat et tout. À ce moment-là, en plus, je me disais, j'avais fait pas mal de choses en équipe et là, c'était la première fois aussi où j'allais me mettre en avant tout seul et en danger en même temps. Donc, il y avait ce truc de, allez, on relève le challenge. Je les ai contactés, j'ai dit, bon, allons-y, je veux bien. Okay. Et en plus, il doit y avoir ce stress du moment où il y a la première étape, là où tu passes devant le jury, et après, le moment où c'est diffusé à la télé, parce que tu sais pas comment ça va être reçu de la part du public, parce qu'au début, c'est en studio, c'est enregistré, mais après, le public, comment il reçoit l'émission, ça, après, c'est en 2 temps, quoi. Ça va parce que tu as un peu l'échantillon, parce que le public sur place, comment il réagit, ça te donne déjà une note sur comment le public en général va réagir aussi. Et j'ai été très, très bien accueilli pour mon premier tour et ça m'a donné encore plus de force pour le second et pour celui d'après. Donc ça va. Par rapport au public, j'étais plus confiant que par rapport au jury. Ouais. Ça a toujours été ça, même dans la compétition. Et du coup, quand tu arrives sur cette première étape, t'es dans quel état d'esprit? Parce que t'y vas parce que tes proches ont fini par te convaincre, t'as du stress, mais est-ce que tu arrives à te relâcher pour ta danse? Comment ça se passe pour toi? C'est plus par rapport pendant les castings. Les castings, là, c'était un peu plus stressant. Mais le moment de l'émission, à mon premier passage, non, j'étais plutôt confiant. J'étais à l'aise. Je m'étais bien préparé surtout. La préparation, c'est la clé aussi, hein. Donc, je m'étais préparé même à un clash avec le jury. Ah ouais. J'avais tout. Au buzzer rouge. Voilà, j'avais tout prévu et tout. Donc, je me sentais assez confiant. Toi, t'es incroyable. Comment ça se passe? Qu'est-ce que te dit le jury, du coup, après ton passage? J'ai Patrick Dupont qui me dit lui-même en personne, alors toi, t'es incroyable. Et l'émission, ça s'appelle Incroyable Talent. Ça m'avait déjà donné, de l'espoir. Et que ce soit un danseur de ce renom, de cette
posture qui me disent ça, bah voilà, j'avais déjà gagné pour moi, peu importe ce qui se passait. Et donc, du coup, raconte-nous la suite. Le parcours, il se fait quand même en plusieurs étapes. C'est pas tout de suite la finale, mais du coup, raconte-nous un peu ce parcours, comment tu le vis, parce que ça dure sur plusieurs mois aussi. Oui. C'est pas tout d'un coup, donc c'est assez long et faut préparer des nouvelles chorés. C'est pas de l'improvisation quoi quand t'arrives sur scène. Exactement. Le premier tour, il se passe très bien. Le deuxième tour, je prépare quelque chose de différent dans lequel justement là, je fais une dédicace à mon idole de toujours, Michael Jackson, et je parle un peu plus dans dans ce passage. Voilà, le public, il apprécie, et j'ai un des jurys qui me dit, oui, mais on n'entend pas vraiment quand tu parles, on comprend pas tout forcément et tout, donc faudrait peut-être que tu fais que danser. J'ai dit, ok. Le tour d'après, je me suis dit, allez, je vais faire un slam carrément. Ah ouais. J'ai bien écouté Voilà, ce que vous m'avez dit. ok, ça et marche. Je vais pas respecter Voilà, ce que vous avez dit. exactement. Donc, le jour de la finale arrive et là, c'est là que normalement, quand on m'annonce, il y a le son de mon slam qui doit partir, mais il est très bas puisque je dois parler dessus. Ils annoncent, le public, il m'applaudit et tout, mais ils donnent le top du son, ce qui fait que j'entends pas mon départ. Et j'entends rien du tout de ce qui... Donc, je suis totalement perdu et là, j'ai plus de repères et c'est là, c'est parti en freestyle. Ah ouais. Là, j'ai fait, ok, bah, au final, ils m'ont eu. Donc, ok, bon, je suis allé, j'ai dansé, j'ai tout mis. J'ai sorti des mouvements que j'avais pas prévus, que je pensais même pas pouvoir réaliser. Et au final, ça s'est très bien passé. Là, en gros, je ne savais pas, comme on dit, à quelle sauce j'allais être mangé parce que rien n'était prévu. Sur le coup, je me rappelais même pas de ce que j'avais fait pendant le passage. Donc, et pour moi, c'était comme si on avait essayé de me boycotter, en gros. On met le son alors qu'il y a encore les applaudissements et tout. J'étais vraiment perdu et je me suis dit, c'est quoi ce truc, quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et là, je suis passé par toutes les émotions. Et voilà, j'avais de la colère, j'avais de la tristesse, j'avais de l'amertume parce que je me disais, waouh, si j'avais pas prévu j'avais pas prévu ça et tout. Et donc, j'étais prêt à partir. J'étais prêt à partir carrément avant même la délibération du jury. Et là, c'était le public qui votait pour la finale. Donc, j'étais prêt à partir avant qu'on nous dise qui avait gagné. Voilà. Et là, la production me dit, mais tu sais pas, il peut avoir des grandes surprises. Oui, parce que toi, t'étais pas satisfait de ce que tu avais fait. J'étais pas satisfait du tout de ce que j'avais fait. Bah, jusqu'à là, je me suis dit, j'étais à ça. Et je me dis, bah, on va attendre, on va voir. Là, ça se fait au décompte. Il commence au 10e, 8e, 5e, je suis encore là, 4e, 3e, et on se retrouve à 2. Et le gagnant de cette année, c'est Junior. Bon, là, je sais pas. J'ai bien fait de rester. Oui, exactement, et surtout que là, pareil, je reste figé, je n'ai pas de réaction, je reste comme ça, et dans ma tête, il y a tout qui passe et tout, c'est « Ah, je vous ai eu quand même » et tout, et j'ai réussi, merci à tous ceux qui ont cru à moi, il y avait plein de choses qui passaient dans ma tête et au final, comme quoi, des fois, faut pas abandonner, faut jamais abandonner jusqu'au bout et peu importe l'adversité, ne lâche pas en fait. Et là, ça a été une belle expérience qui m'a justement boosté pour la suite. Puis ce que je trouve hyper difficile dans cette émission / compétition, on peut dire, c'est qu'en fait, il n'y a aucune des personnes en compétition qui n'est qui est sur la même discipline quasiment. Et donc, en fait, pour juger les uns les autres et dire bah, c'est lui qu'on préfère ou celle qu'on préfère, c'est hyper difficile parce que entre toi qui danses, d'autres qui peuvent faire du cirque, d'autres qui chantent, ça n'a rien à voir, quoi. C'est de l'art. Ouais, j'étais les 2 derniers, c'était moi et un chanteur lyrique. Donc, c'est ça. Totalement différent, ouais. C'est là où c'est important, c'est beau de voir comment tu vas réussir à toucher les gens et à faire en sorte que ton art, ta discipline, ton sport va au-delà de la technicité en elle-même. Il y a des breakers qui sont meilleurs que moi, mais il y a des battles où les gens ils se rappellent plus de moi que du gagnant et ça a été toujours une force. Ce qui m'a apporté, c'est tout l'emballage autour de mon art aussi. C'est mon histoire, c'est comment j'ai performé sur le moment, c'est les choix musicaux, c'est plein de choses qui ont fait que peut-être que sur ce coup-là, j'ai été plus marquant que les autres.
Et comment le grand public reçoit tout ça? Parce que t'es quand même sacré gagnant, donc ça veut dire qu'il y a un sacré paquet de gens qui ont voté pour toi. Comment toi, tu vois la transformation entre avant l'émission et ce que tu pouvais faire et ce qui se passe après, les opportunités peut-être, des courriers, des messages Non, ça a été plus le regard de monsieur et madame tout le monde qui ne connaissaient pas cette discipline de niche peut-être et qui se sont familiarisés au break et que tu sois dans le métro et qu'il y a des personnes du troisième âge qui disent «Oh, je vous ai vu à la télé, c'est bien ce que vous faites et tout». Et ça, c'était fort. Ça, c'était quelque chose qui avait vraiment changé. Et si, à mon échelle, j'avais réussi à fédérer aussi ou à réconcilier les gens avec l'image de ce que la culture hip-hop et tout, donc c'était une autre victoire, ça aussi. Tu disais que tu avais peur du jury qui pouvait être cassant et tout. Finalement, t'as jamais eu d'avis à part quand ils t'ont dit reste sur la danse. Ils ont toujours été positifs. Comment? J'ai pas eu de mauvais retours. Au contraire, même il y en avait une, Sophie, qui voulait que je travaille avec elle. Oui, parce qu'elle gérait un cirque. Voilà, oui. Et t'as bossé pour eux derrière? Non. T'es resté dans ta lignée à toi? Non, c'était même pas ça. C'était que j'étais pris dans autre chose. Ça t'a ouvert quoi comme porte, justement? Incroyable talent en soi-même, pas forcément d'autres opportunités. C'est plus, j'avais cette image de vue à la télé, donc je pouvais prétendre à des meilleures conditions et j'avais, comment dire, aussi, ça a été quelque chose qui a rempli mon CV plus que sur des opportunités directes via Incroyable Talent. T'as pas eu peur de cette image gars de télé? Non, parce que j'étais quand même pas mal déjà ancré dans ma discipline, dans ma culture. Les gens me connaissaient. J'étais reconnu par mes pairs avant Incroyable Talent. C'est un des moments les plus forts de ta carrière, tu crois? Oui, quand même, oui. C'est un des moments les plus forts de ma carrière. Avec mon premier championnat du monde avec mon équipe. Cette participation à la France à un incroyable talent a été un bon moment parce que ça a été aussi un changement dans ma perception de l'avenir aussi. Donc ouais, ça a été un bon changement. Le doute avant d'accepter chaque challenge, c'est un battle. C'est la première fois qu'on m'a dit bon, tu veux participer au Red Bull BC One, qui est l'équivalent du championnat du monde de break, et c'est les 16 meilleurs danseurs du monde qui s'affrontent et t'es invité, t'es chaud. Et t'es sûr? Donc oui, c'est BC One, c'est Incroyable Talent, c'est Battle of the Year. Sur l'event Red Bull, tu dis t'es sûr parce que tu penses que tu fais pas partie des 16 ou parce que... Il y en a beaucoup de 16 meilleurs dans ce cas-là. Je me dis, ouais, c'était aussi, est-ce que je suis prêt? Parce que j'aime bien me préparer pour les choses et des fois, je me dis, donne-moi un peu plus de temps et ça, c'est une manière de procrastiner et c'est pas forcément le meilleur. Donc oui, c'est le doute, je dirais, la procrastination des fois qui amène à ça. T'avais confiance en ce que tu proposais en termes de danse? J'avais confiance. Après, par rapport au public, ça va. Mais quand il faut se faire juger et je me dis que j'ai pas une danse qui est académique, il est arrivé plein de fois où tout le monde pensait que j'avais gagné, moi y compris, et voilà. Et non, peut-être pas assez académique, peut-être pas ça, il manquait ceci, cela. Et donc, c'était toujours ça. Je sais que je vais te donner le maximum, mais t'es pas sûr de passer. Et après, tu l'acceptes, ça. Tu dis, tu y vas juste pour toi. Tu y vas pour justement laisser ton empreinte et donner de toi plutôt que de prendre. La jalousie, dans le sens où je pouvais envier mon rival numéro 1, qui était Benji, et qui était le Français le plus titré à l'époque, qui avait tourné son film, qui était déjà loin, qui avait pas mal voyagé et tout ça. Et je me disais, un jour, je le fumerai, un jour, je me défierai contre lui. Et au final, on s'est fait un défi à Châtelet
qui est jusqu'à présent, 20 ans après, considéré comme un battle légendaire et sans aucune organisation autour, vraiment underground. Et il y avait 400 personnes à la place carrée et c'était juste la folie. Est-ce que tu l'as fumé? Oh, ça reste subjectif. C'était deux styles différents. Et voilà, moi, sur le coup, je me dis oui, je l'ai fumé. Et lui, sur le coup, il se dit il m'a fumé. Donc, c'est deux écoles différentes. Donc, j'ai ce recul de dire que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Il n'y avait pas la musique, il n'y avait pas ceci, cela. Et j'aurais pu le fumer. Et en même temps, du coup, ça en a fait un événement hyper fort parce que vous avez réussi à pas être que dans cette rivalité et justement à vous organiser pour faire quelque chose de chouette, quoi. Ah non, on était dans cette rivalité. Tout le temps? Oui. Ah ouais, ok. Ah oui, c'était pas organisé amicalement. Moi, je pensais... des règlements de compte. Quand c'est comme ça, c'est des règlements de compte. C'est pas on se retrouve en bas non, c'est quand qu'on se revoit, voilà, ok, bah. Ah ouais, ok. C'est meet me outside, tu vois. Mais c'est on se retrouve à la sortie, quoi. Voilà, c'est vraiment ça, c'était ça. Et tout le monde qui arrive et tout ça. Ouais, c'était vraiment... même, ça s'est fini un peu... Ouais, il n'y a même pas de serrage de main à la fin, quoi. Ah non. Ah non. À l'époque, non, c'était pas ça. Ça vient d'une culture qui voulait s'extirper de la violence, qui voulait sortir de ses carcans. Et notre manière de se combattre, c'était dans l'artistique, c'était dans OK, je vais te montrer que je te fume, encore une fois, que je suis meilleur que toi, que je suis meilleur que toi. Donc, c'est pas pour être dans la négativité. Non. C'est justement cette émulation qui se crée et c'est ça qui fait que, pour moi, le hip-hop et le break est toujours en perpétuelle évolution parce que chacun se tire vers le haut. Dans ce sens-là, c'est amical. Ouais. Et tu t'es senti mieux après ce battle? Oui, parce que je l'avais fait, on s'était rencontrés, j'avais eu l'occasion de... ça parlait que de nous. Après, j'avais eu l'occasion d'affronter le meilleur danseur de France et l'un des meilleurs du monde même. Tu t'as pu Venant de Mont-Saint-Malo, voilà, c'était... Le petit qui faisait du tennis de table. Voilà, exactement, c'était ça. Tu disais beaucoup que les battles, c'était au-delà de la victoire, c'est comment tu te ressens, comment tu te sens à la fin du battle, c'est t'exprimer sans les mots, mais via la danse. Il y a quand même des moments où tu y vas en te disant, là, je veux gagner à tout prix, où vraiment, à chaque fois, c'est juste le plaisir de pouvoir danser encore tant que tu le peux, en fait. Ça a toujours été le plaisir de pouvoir danser tant que je peux, mais ça a pris plus de place que la compétition en elle-même, que la victoire en elle-même au fur et à mesure du temps. Parce que on en a gagné des compétitions, on en a perdu, mais des fois même en perdant, il y avait plus de retombées qu'en en gagnant. Et on se rend compte que la finalité, en ce qui me concerne, c'était pas forcément le résultat. Donc non, j'ai eu ma période où j'étais vraiment plus belliqueux, où je voulais vraiment la victoire. Et des fois, c'est justement ça qui peut être frustrant aussi. Il y a un peu cette image sur le hip-hop, le breakdance, que justement, c'est des sports de rue et donc qui sont pas cadrés, que chacun peut un peu faire comme il veut. On se retrouve sur la place et puis on danse, quoi. Malgré tout, il y a des championnats, il y a des compétitions. Toi, tu l'as dit, avec ton équipe, vous avez gagné les championnats du monde. Quand tu as démarré plus jeune, je pense que tu n'imaginais pas tout ça. Comment tu te sens quand tu arrives sur cette compétition des championnats du monde? Parce que c'est impressionnant pour le petit gars de Saint-Malo. Oui, exactement. C'est quand tu arrives dans ce genre de compétition. Après, ça s'est fait encore une fois progressivement parce que j'avais gagné des championnats en Bretagne, après championnat de France, et on gagne le championnat de France en équipe. Et on se retrouve être la première équipe française à gagner les championnats du monde. Donc, ça s'est fait quand même progressivement, mais quand tu te retrouves sur une scène où il y a 11 000 personnes qui te regardent, qui viennent regarder du break, à l'époque, en 2001, c'était juste grandiose. C'était, ça y est, j'y suis. Tu vis ton rêve, en fait. T'es une star à ce moment-là, quand tu deviens champion du monde? Dans notre milieu, ouais. Nous avons marqué l'époque, nous avons
mis le nom Wanted sur la carte du monde en termes de danse, mais il n'y a pas vraiment de starification. Pour moi, on n'a pas on devrait toujours pas. Après, de plus en plus, peut-être qu'il y en a, mais il y a quand même cette notion, comme on disait tout à l'heure, de fraternité qui fait que je vais voir un petit, on dit each one teach one, c'est qui fait que souvent tu grandis aussi par rapport à tes grands qui t'enseignent et même les jeunes, ils peuvent t'apprendre des choses. Donc au final, il y a toujours cette accessibilité qui fait que on casse cette image de starification. Ça, pour moi, c'est beau quand tu te retrouves. Pour moi, je regardais des gens que je pouvais idolâtrer et tu te retrouves dans la même salle qu'eux et ils t'apprennent des choses. Je ne sais pas si tout le monde, dans toutes les disciplines, ça se passe comme ça. C'est pas tout le monde, dès qu'il voit un Neymar ou un Messi, ou Messi, il va lui apprendre des tricks. Voilà. Ouais. Et là, c'était vraiment ça. La transmission, c'est hyper important. Et au final, toi, parce que ça t'a été utile, aujourd'hui, c'est ce que tu fais aussi. Exactement. Oui. Comment tu le mets en place comment surtout tu as réussi à faire cette transition entre l'athlète et l'entraîneur? De manière progressive, naturelle, dans le sens où tu te rends compte que tu peux apporter, par mes spectacles, par mes vidéos ou autres, j'ai apporté à ma manière, trouver une autre manière de laisser ton héritage, d'enseigner, de donner la chance que tu as pu avoir à d'autres, c'était vraiment ça, ce moteur qui m'a fait que si j'avais eu ce que là j'offre aux nouvelles générations de danseurs qui veulent se professionnaliser, si j'avais eu ça à mes débuts, je serais encore peut-être plus loin et j'aurais eu moins de doutes, moins de craintes, moins de bâtons dans les roues aussi. Donc, savoir que tu peux apporter aux nouvelles générations et en plus, en faisant ça, tu donnes aussi à la scène ce que cette scène t'a apporté. Donc, ça se fait de manière altruiste, certes, mais aussi égoïste parce que tu dis, waouh, j'ai réussi à lui faire changer sa vision de la danse. Et il y a un petit peu de toi dans la réussite. Voilà. C'est ça, donc, de la partie égoïste, quoi. Ouais, ça va être cette partie égoïste et aussi de se dire, je reste aussi, sur le terrain, mais d'une autre manière, mais je suis encore là et même si si je danse par procuration par rapport à ce que mes élèves font ou si par rapport à la réussite, c'est une réussite aussi. Donc, ça apporte à tout le monde. Toi, tu n'avais plus envie de faire de compétition? C'était plus ma priorité, mais j'en fais toujours. Hein. Oui, tu fais des battles. Voilà, je fais des battles. Après, ça, pour nous, les battles, c'est les compétitions. Oui, donc, mais tu t'alignes plus sur des mondiaux ou sur ce genre d'événements, si? C'est des circuits après. On va dire maintenant, parce qu'il y a la WDSF qui fait que c'est un circuit plus, on va dire, institutionnel. Et on va dire que c'est celui-là, le championnat du monde. Il y a le BC One, c'est un autre circuit. Il y a des battles dans l'Est de l'Europe qui sont un autre circuit aussi. Et ça m'arrive. Il y a le Freestyle Session qui peut être considéré comme un championnat du monde aussi. Donc tu fais encore ce genre de choses? Je fais encore ce genre de choses, mais c'est plus ma priorité, j'y vais. Là, la dernière fois, je l'ai fait avec un collègue à moi. On savait qu'on n'allait pas forcément gagner, mais on allait représenter les couleurs de notre équipe et tout. Et c'était plus pour se booster mutuellement. Et j'ai vu aussi, et d'ailleurs tu portes un t-shirt Projet Congo. Est-ce que tu peux raconter un peu ce projet? Parce qu'il y a aussi de la danse là-dedans. Oui, Projet Congo, justement, c'est après Incroyable Talent, je suis retourné au pays, dans mon pays d'origine, le Congo, que j'avais pas vu depuis 23 ans. Et justement, quand je dis que Incroyable Talent a été une période charnière de ma vie aussi, parce que ça m'a redonné confiance. Je savais où j'allais, mais je savais pas d'où je venais vraiment. Étant enfant adopté en famille en Bretagne, j'avais vraiment perdu toutes mes racines. Et quand j'y suis retourné, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de talents d'enfants qui avaient besoin aussi de s'extirper de leurs conditions aussi. Il y a pas mal d'associations, d'organismes qui font des choses, mais il y en a qui n'ont pas cette visibilité, qui n'ont pas ce rayonnement. Et donc, je me suis dit, on va monter une association d'abord, déjà un regroupement, une petite famille de danseurs, premièrement de la diaspora congolaise, parce que chacun, voilà, on se dit, on va redonner aussi au pays ce que le pays nous a donné, cette culture musicale, artistique et tout ce qui va avec.
On va apporter de la force aux structures qui sont déjà existantes là-bas, qui œuvrent pour améliorer le quotidien des personnes les plus vulnérables, mais aussi pour développer et faire rayonner la culture là-bas, parce que c'est un catalyseur aussi pour pouvoir motiver les nouvelles générations et pour donner de l'espoir aussi. Donc voilà, on a ce projet qui est de créer des choses, aider à continuer à faire grandir les choses qui sont déjà créées aussi. Ok, trop bien. C'est fou parce que du coup, dans tout ce que tu racontes, je retrouve ce truc de on me donne, je rends, je reçois. Enfin, c'est vraiment c'est ce vraiment un cercle cercle-là. vertueux et en te sentant utile, ça te donne des ailes aussi. Aujourd'hui, tu t'as dit que voilà, t'avais mis un peu de côté la compétition, même si tu fais toujours des battles, tout ça pour d'autres projets. Qu'est-ce qui te fait encore rêver dans la danse ? Qu'est-ce qui me fait encore rêver dans la danse, c'est de voir qu'il n'y a pas de fin tant que tu as faim. Tant que tu aimes ça, tant que il y a toujours cette passion, ça ne meurt pas parce que tu vois les nouvelles générations qui font des choses de fou, tu vois les différents projets artistiques qui se développent, tu vois qu'il y a même des forces extérieures qui viennent se greffer à cette synergie, à cette énergie créatrice qui est la culture hip-hop, qui est la danse même, donc ça donne encore l'envie de continuer. Et qu'est-ce qui me fait encore rêver, c'est de créer des choses encore plus grandes, de rencontrer encore plus de personnes, voir la danse grandir, voir créer d'autres projets en fait. Sur la partie voir la danse grandir, ça fait, on l'a dit, des dizaines d'années toi que tu danses. T'as l'impression que le break d'il y a 30 ans, c'est le même qu'aujourd'hui ? Ah non, qu'est-ce qui a changé? Il y a toujours cette essence, il y a toujours une partie des pratiquants qui sont dans le purisme, mais il y a aussi, ça s'est fédéré, ça a explosé, ça a été mis avec les institutions. Quand tu vois qu'il y a de la danse dans les théâtres, il y a de la danse dans les médias, il y a de la danse dans les publicités, il y a de la danse dans les opéras. Et donc, ça s'est développé et ça s'est même beaucoup plus professionnalisé. Les entraînements ne sont pas les mêmes. Les danseurs, avant, à 30 ans, tu pensais que c'était fini. Et maintenant, les gens, ils se prennent encore mieux soin de leur corps et ils ont vraiment une longévité qui dépasse les croyances d'avant, quoi. Donc, Oui, parce qu'en plus, sur la danse, on pourrait croire que en fait, ça s'arrête vite parce que le corps, à un moment donné, il est plus en capacité, surtout... Enfin, je sais pas si c'est surtout sur le breakdance, mais sur ce genre de discipline où tu navigues beaucoup entre debout et le sol, le corps, il est un peu moins vif, quoi, au bout d'un moment. Oui. L'expérience prouve que on peut se bonifier avec le temps. Il y en a justement... Exactement. Parce que moi, là, après ma blessure, c'est un peu moins. J'étais plus fort, proche de ma quarantaine qu'à mes 20 ans pour moi. Il y a aussi l'expérience qui va faire que tu vas savoir prendre mieux le moment, encore, il y a plus de maîtrise dans ton mouvement. Donc, il y a des danseurs maintenant qui vont être plus performatifs et plus performants qu'à 30 ans, qu'à 20 ans. Donc, c'est vraiment à force de répéter, à force d'être en accord avec ton corps aussi, qui fait que on voit que même si l'autre, il vole plus haut, mais toi, t'as mieux volé. On arrive sur les dernières questions du podcast, celles que je pose à tous mes invités. La première est la suivante. Si tu pouvais changer de vie avec un autre athlète le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi ? Oh là là, Michael Jordan alors. Hein. Là, ça m'est venu comme ça, c'est lui qui m'est venu à l'esprit parce que il a révolutionné son sport et jusqu'à présent... Un peu comme toi, à ta manière, hein. Ouais, il demandait lui s'il veut changer sa vie une journée avec moi. Très bien. Et enfin, à quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium ? Félix Lebrun. Ok, très bien, avec grand plaisir. Le petit fan de tennis de table, ça revient. Ça. Il revient tout de suite. Très bien, merci beaucoup pour ton témoignage, c'était hyper intéressant. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion.
Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!